C'était 1978, quand j'étais en 5e année d'architecture, que cette vallée de la Lévrière et le Vexin normand ont fait l'objet à l'école, de notre part, d'une étude sur l'habitat vernaculaire qui a débouché en juillet 1980 sur un article nommé Tourisme et environnement, publié dans le journal du syndicat d'initiative Gisors Magazine, créé par M. Michel Lévé, à qui je rends hommage ce soir. Et c'est à partir des années 2000 que mon métier d'architecte s'est mis au service du département de l'Eure, étant installé à Ménil-sous-Vienne. Pour parler de patrimoine bâti et paysager, ce n'est pas forcément de monuments historiques dont il s'agit, mais plutôt d'architecture et d'environnement vernaculaire que je considère comme un héritage qu'il faut approcher avec autant de bienveillance que les monuments emblématiques déjà protégés. Le patrimoine vernaculaire, c'est propre à un pays, c'est propre à ses habitants et issu de l'architecture paysanne. Il témoigne, comme les autres édifices majeurs, d'un art de bâtir, reflet de savoir-faire et de techniques transmises de génération en génération. Au nord-est du département de l'Eure, aux confins du pays de Bray et du Vexin au-delà de l'Epte, le plateau du Vexin normand et le pays de Lyons possèdent une identité spécifique et remarquable, tant dans ses paysages que dans ses constructions. La proximité des forêts de Lyons au nord et de Gisors au sud fait penser que le paysage autour de la vallée de la Lévrière n'est qu'un grand essartage, mémoire de la forêt de bleu, que nous a décrit très précisément Jérôme Vrel ici en novembre dernier. Très tôt, les villages se sont implantés en fond des vallées, de la vallée, là où furent construites leurs églises. Très tôt, des hameaux se sont constitués autour d'exploitations agricoles ou sont nés de défrichements. Ce sont les cadastres napoléoniens de 1810 et 1840 qui nous aident à dater approximativement les bâtis construits pour la plupart dans nos campagnes entre 1770 et 1860, sachant que les maisons rurales et bourgeoises traditionnelles qui subsistent ne sont pas dans leur ensemble antérieurs au XVIe siècle. Le mode de développement lent et progressif du bâti est directement issu de la pratique ancestrale, voire de l'époque gauloise. Alors, le volume, il est déterminé par la longueur possible des fûts des arbres, allant de 4 à 6 mètres, utilisés pour les poutres et les solives. Leurs dimensions varient en fonction de leur section et de leur portée. La longueur de ces poutres maîtresses donne la profondeur de la bâtisse. Les solives et les pannes de 3 mètres maximum sont posées sur ces poutres sommiers et peuvent se répéter plusieurs fois, ce qui explique les proportions en longueur de l'habitat ancien formant longère. Les anciens ont utilisé les matériaux dont ils disposaient localement. C'est le bois, l'argile, le silex, le calcaire, la paille. Les transports se faisaient par charrette tirée par un cheval, plus souvent un âne, un mulet ou un bœuf, voire même à bras. Donc, la présence de notre sol argileux et la proximité des sites boisés ont largement conditionné l'utilisation de ces matériaux. Les soubassements sont le plus souvent en grès ou silex, parfois équarris. Les murs sont en terre crue, mélangée à la paille, torchis entre colombages, parfois bauge. Jointoyés à la terre, souvent mélangés au mortier de chaux, les murs peuvent être en silex, en pierre calcaire ou en terre cuite. Ces petites briques rouge vermillon cuites au feu de bois ou ces briques plus grandes, rouge carmin, cuites au charbon. Le bois de chêne de proximité est omniprésent dans la construction. Il se retrouve dans la charpente avec ses fermes triangulées, ses pannes et ses chevrons, et dans les pans de bois d'un type plutôt lâche, avec ses poutres, ses poteaux, ses écharpes,
qui contreventent le bâtiment. La plupart des assemblages des pièces de bois sont du type à tenon et mortaise, maintenus par une cheville. Les assemblages à queue d'aronde et à trait de Jupiter permettent de rallonger les pièces qui se révèlent trop courtes. Ces systèmes constructifs sont souples. Ils permettent de fluctuer et de résister, comme les bâtiments parasismiques, à toutes les déformations de notre sol argileux, se gonflant lors des fortes pluies et se rétrécissant lors des sécheresses. Autrefois, la plupart des maisons étaient couvertes en chaume. Les bottes de paille étaient posées verticalement et fixées avec des liens d'osier. Ces couvertures étaient légères, à peu près 20 kg au mètre carré, durables et protégées du froid et du chaud. Elles nécessitaient des pentes d'au moins 45 degrés pour l'écoulement des pluies. Comme le chaume était inflammable et attirait les rats, on lui substitue l'ardoise, devenue meilleur marché au milieu du XIXe siècle. Mais c'est aussi la tuile plate normande d'une dimension d'environ 15 par 27 cm qui est utilisée. Elle est en effet produite localement, notamment à Naufle, qui compta jusqu'à 7 tuileries. C'est un matériau lourd, 80 kg au mètre carré, et cette tuile exige de fortes charpentes et des toits dont l'inclinaison ne peut excéder 45 degrés. Les longères étaient le plus souvent habitées à rez-de-jardin. Les combles servaient de grenier. On y entreposait le foin par les lucarnes. Les ouvertures ont une importance capitale dans l'organisation des façades. De la maison rurale sans symétrie, mais toutefois équilibrée, à la maison plus riche d'ordonnances régulières. L'économie de chauffage en milieu rural faisait que l'on avait des ouvertures de dimension réduite pour éviter les déperditions. L'impôt sur les portes et fenêtres en a fait reboucher certaines ou réduire leur nombre. Alors, souvent la maison est orientée sud-est-nord-ouest. La façade exposée au vent et aux intempéries est peu percée. Celle au soleil, largement ouverte. Et les fenêtres, à carreaux, plus hautes que larges, sont protégées par des volets. Ce sont les hommes, nos anciens, qui ont transmis de génération en génération un savoir-faire local, avec le geste à accomplir. Si les maisons anciennes ont une âme, cela tient certainement du fait qu'elles aient été l'œuvre commune de générations successives et d'individus nombreux, dissemblables, mais liés par une seule et même communauté. Ces maisons traditionnelles se soumettent, inconsciemment ou non, à la règle de la bonne architecture. Elles répondent à une nécessité et résolvent tous les problèmes avec bon sens et bonhomie, avec simplicité et harmonie. Encore aujourd'hui, le traité De Architectura de Vitruve, écrit vers 15 après Jésus-Christ, demeure actuel. Il expose le principe de la superposition des trois ordres classiques, celui des trois qualités d'un bâtiment, à savoir firmitas, solidité, force ou pérennité, utilitas, utilité, et venustas, beauté. Il expose aussi le principe selon lequel l'architecture est une imitation de la nature. Alors, suivant la définition que propose l'UNESCO en 2008, le patrimoine est l'héritage du passé dont nous profitons aujourd'hui et que nous transmettons aux générations à venir. Nos patrimoines culturels et naturels sont deux sources irremplaçables de vie et d'inspiration. Le patrimoine inclut notamment les œuvres qui ont une valeur universelle, exceptionnelle du point de vue de l'histoire, de l'art ou de la science, ou du point de vue esthétique, ethnologique ou anthropologique. La crise de l'utilité du patrimoine, utilitas, se pose cruellement en ce qui concerne certains édifices qui ont perdu leur fonction, comme tous ces petits bâtiments, lieux de mémoire collective que l'on appelle le petit patrimoine,
terme qui peut rester quand même valorisant. Dans notre vallée, le petit patrimoine reste encore bien présent, entretenu par les propriétaires publics et privés, et souvent soutenu et aidé financièrement par les associations comme la SALF ou par les banques comme le Crédit Agricole. Les lavoirs, réservés aux seules femmes, étaient un lieu de rencontre où elles y lavaient le linge. C'est dans la deuxième moitié du XIXe siècle, jalonnée d'épidémies de choléra et de thyroïde, que l'État, soucieux d'en freiner la propagation, encourage les communes à construire des lavoirs publics répondant aux exigences d'hygiène et de salubrité. Bien sûr, à partir des années 50, l'arrivée des machines à laver a marqué la fin d'une époque et le lavoir est devenu le lieu protégé des jeunes et des amoureux. Dans les fontaines, les ménagères venaient jadis puiser l'eau potable nécessaire à leur cuisine. Et aujourd'hui, c'est les gens d'alentour qui viennent encore y chercher une excellente eau de source. Dans les villages, des fours à pain ont été construits dans des petits bâtiments dédiés, qu'il s'agisse de fours situés dans l'enceinte d'une propriété privée ou de fours communaux ou banaux, où chacun pouvait venir faire cuire son pain, moyennant l'apport d'une bûche. Au droit de la cheminée était souvent accolé un potager pour cuire dans les marmites les légumes avec la braise du four. On pouvait aussi faire bouillir la lessive dans les chaudrons en fonte. Bien sûr, avec la multiplication des boulangeries, les fours de campagne sont peu à peu tombés dans l'oubli, mais aujourd'hui, un retour à la fabrication du pain, des pizzas et des pâtés semble séduire de plus en plus d'habitants, accompagnés par d'anciens boulangers, pour créer des fêtes de village. Dans les jardins ou dans les fermes ont été construits aussi des petits bâtiments isolés qui servent encore de réserve, qu'il s'agisse de poulaillers, de porcheries ou de celliers. Ils peuvent être construits comme les fours à pain, en pans de bois et galandage torchis, pilastres briques et remplissage moellon de silex enduits au mortier de chaux et couverts soit de tuiles, soit d'ardoises. Les granges, les étables, les charretteries, toujours là, debout et présentes dans le paysage rural, nous démontrent bien la force de ces bâtis, firmitas, solidité. De nouveaux usages, tels que gîtes, chambres d'hôtes, réserves, logements, peuvent les rendre pérennes, sachant que tout bâtiment non utilisé est voué à mourir. Car nous savons que la transformation des modes d'exploitation, les progrès techniques, la redistribution des terres ont fait évoluer le bâti rural de façon très progressive jusqu'à la moitié du XXe siècle. De fait, le XIXe siècle a été une époque d'aboutissement des modes anciens et de ses procédés constructifs. Mais la rupture totale avec l'industrialisation, avec la mécanisation de l'agriculture, se situe après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les années 50-55, que l'on précise en 1948. Firmitas, solidité, est aussi le propre de ces pigeonniers, carrés ou formés de tours de plan circulaires ou hexagonales, et construits en briques et silex. Ces maisons de plumes indiquaient donc toujours une certaine position sociale, comme l'attestent son emblématique qualité architecturale de maçonnerie. Les boulins, les niches à pigeons, sont construits en terre, en briques ou en plâtre, avec un soin raffiné pour assurer le confort des oiseaux. L'élevage des pigeons s'est raréfié au XIXe siècle, après que les États généraux, par décret du 4 août 1789, aient aboli le droit exclusif du pigeonnier. En effet, les dommages provoqués par les oiseaux sur les cultures étaient trop importants. Mais c'est aussi la fin de la pratique coutumière de l'assolement qui rendit la colombine, la fiente de pigeon, moins précieuse. À chaque village, son clocher et sa belle église. Venusta, beauté.
Elle ponctue le paysage, rassemble les habitants et regroupe autour d'elle les maisons, et ce, tous les 3 à 6 kilomètres le long de la vallée. La plupart conservent des vestiges du XIe et XIIe siècle, ou encore du XIVe, sous Enguerrand de Marigny, ministre de Philippe IV le Bel, seigneur de Menneville. Elles ont été pour partie détruites lors de la guerre de Cent Ans et reconstruites au XVIe. En témoigne leur appareillage soit de pierre calcaire ou silex taillé, soit polychrome, le bleu du silex, le blanc du calcaire et le rouge de la brique. En témoignent aussi ces charpentes lambrissées en chêne à croisée de transept, avec leur médaillon du Dieu le Père, charpente exceptionnelle et très spécifique que France Poulain, notre architecte des bâtiments de France, nomme les petites sœurs du Vexin, normands bien évidemment. Malheureusement, ces 8 églises, paradigme du site de la vallée de la Lévrière, s'étendant sur à peine 25 km, restent la plupart du temps fermées, à l'exception dans l'année de quelques messes, concerts ou manifestations. Pourtant, les communes, aidées par la région, la Fondation du patrimoine, et surtout par le département dans le cadre de Mon amour, mon village, ont réussi à engager de lourds travaux pour les restaurer. Alors, quelle pourrait être alors la vocation de chacune de ces églises, anciennement maison des villageois, et maintenant peut-être maison de la vallée? La question de leur préservation doit être vue comme une chance de nous réinterroger sur ce qui fonde notre société contemporaine et les liens que nous souhaitons avoir avec nos concitoyens. Aujourd'hui, il n'est peut-être pas question de tourisme, comme en 1980, où les villages se dépeuplaient et les lotissements fleurissaient, mais bien plus de comment habiter la vallée, d'ensemble la faire vivre, toutes générations confondues. À Menneville, sur le cadastre routier de 1809, on remarque 4 places publiques qui montraient bien sa vocation de centre-bourg, actif et commerçant. La place du Boulingrin, ou ancienne place de la Halle au Blé, cette place ayant pour nom au début du XVIIIe de carrefour et marché, la place du marché avec ses 3 halles, la place des Brulins près du presbytère et le Plailly ou champ de foire. Ces espaces publics sont encore accessibles à tous et à toutes, appartiennent à la collectivité et sont gérés collectivement par la communauté, ce que l'on voit très bien en 1956 dans le film de Marcel Tavernier, Menneville et les Mennevillois, qui nous révèle encore la riche activité de ce cœur de vallée. Alors, revenons à la structuration de l'habitat de la vallée, qui s'est faite aussi progressivement qu'harmonieusement. Des modèles qu'il serait bon de suivre encore aujourd'hui pour conserver la cohérence de nos villages, leur beauté et leur charme. Soit les pignons, soit les façades gouttereaux s'accrochent à la rue et bâtisses perpendiculaires s'implantent le plus souvent en arrière, le long des limites parcellaires. L'implantation de l'habitat dans une parcelle d'un bourg rural se fait depuis, semble-t-il, 500 ans, exclusivement par une répartition en bord de parcelle, ménageant une cour intérieure donnant lumière et accès. L'intelligence de ce mode d'occupation devrait nous permettre de réfléchir sur la façon d'implanter aujourd'hui l'habitat en milieu rural. En effet, l'édification de maisons au centre de parcelles empêche que se construise au fil du temps le maillage intime qui structure nos villages. Cette réflexion pourrait être renforcée par la nouvelle loi de juillet 2023, la loi ZAN, zéro artificialisation nette, nous permettant de protéger les sols pour éviter de perdre les espaces naturels, agricoles et forestiers sous la pression des activités humaines, l'artificialisation des terres étant l'une des causes de la perte de la biodiversité. On sait que l'étalement urbain,
le mitage et la construction en périphérie des villages a renforcé également la fracture sociale déjà présente, en reléguant notamment une partie des habitants à l'écart du centre-bourg, provoquant sa désertification, la dévalorisation des petits commerces et la sous-exploitation du bâti existant. La vacance de logement, qui représente 8% des logements en 2015 selon l'INSEE, la vacance de commerce ou encore le développement de résidences secondaires ont contribué à la demande de logements neufs et donc à l'artificialisation des sols. Alors, revenons à l'habitat rural, construit jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale avec les ressources locales, le bâti d'avant 1948, à la fin de cette société de tradition profondément écologique. La maison sortait de terre. Point n'est besoin d'en démontrer la valeur, un patrimoine d'autant plus irremplaçable que notre mode de vie et de production ne permet plus de construire ainsi, raison supplémentaire pour le préserver. Comme je vous l'ai dit précédemment, les maisons rurales sont généralement montées sur un socle de briques ou de silex noyés dans un mortier de chaux qui les protège de l'humidité du sol. Les murs, à structure mixte, conjuguent l'utilisation d'un matériau de chaînage et d'un matériau de tapisserie. La première forme mixte utilisée fut le mélange d'un pan de bois en chêne laissé brut et d'un torchis d'argile, d'eau et de paille, enduit soit de terre ocre jaune, soit mélangé à la chaux d'un ton blanc cassé. Généralement, les murs ont été rehaussés d'un rabat-grain permettant d'augmenter le volume des greniers et de rabattre le grain, comme son nom l'indique. En toiture, les charpentes en chêne sont destinées à recevoir une couverture en ardoise ou en tuile de teintes variées. Il succéda ultérieurement, souvent au XVIIIe, le chaînage de briques, juxtaposé de silex noyé dans un mortier de terre et chaux, de ton blanc cassé lui aussi. Quelle que soit l'option choisie, la succession d'un remplissage et d'une ossature rythme harmonieusement la façade, conditionne la présence des ouvertures et détermine de façon quasi invariable l'agencement intérieur. Plus tard, au XIXe, la brique, sous l'influence picarde et l'influence de l'industrialisation, tend à remplacer les matériaux composites. Jointoyée à la terre et à la chaux de teinte ocre jaune ou blanc cassé, elle reste apparente sur toute sa façade avec de jolies modélatures, des bandeaux, des corniches, faisant chanter son appareillage. La brique, c'est chic. Dommage maintenant de ne pas l'avoir plus souvent rejointoyée, mais plutôt couverte et badigeonnée de peinture ou d'enduit. Les anciens revêtements de façade sont généralement à base de plâtre, de chaux et de terre, mélangés au sable. Protégeant le hourdage et son mortier, ils favorisent l'écoulement des eaux de pluie et sont respirants, voire perspirants. Ces revêtements ont été, depuis les années 50-55, souvent remplacés par des matériaux imperméables, enduits industriels de type ciment ou peinture étanche, emprisonnant l'eau et la vapeur d'eau, et provoquant ainsi un très mauvais confort intérieur, tant thermique qu'hygrométrique. Maintenant, il faut bannir le ciment, le décrouter et laisser respirer le mur. Car quand on aborde le bâti ancien, il ne s'agit pas de solidité, mais bien sûr de souplesse, propre à ces bâtiments qui ne sont pas droits, mais remplis de courbes, et qui, depuis toujours, savent et peuvent bouger. Les enduits doivent donc à tout prix maintenir la capillarité du hourdage. Il doit être perméable et conçu pour évacuer l'eau vers le bas. Ils doivent, par leur qualité aussi de résistance thermique, offrir une large surface d'évaporation. L'enduit appliqué dans les règles de l'art sera alors de la chaux, mélangée ou pas à la terre ou au plâtre, et au sable de toute façon. Ce peut être une chaux aérienne, pas trop cuite et donc très souple, ou des chaux hydrauliques
NHL, Natural Hydraulic Line, dont le coefficient de 2 à 5 indique la dureté. On constate toutefois que les artisans préfèrent aujourd'hui utiliser cette chaux hydraulique plus courte à la prise et plus facile à trouver chez les négociants. Pourtant, à proximité, dans le Vexin français en particulier, il y avait du gypse, donc il y avait du plâtre qui peut être mélangé à la chaux aérienne. Pour pouvoir maintenir ce patrimoine non protégé au titre des monuments historiques, qu'est le bâti ancien vernaculaire, nous devons apprendre à le connaître tant rationnellement que scientifiquement. Les fiches à Théba, amélioration thermique du bâti ancien, nous aident à comprendre le fonctionnement, sa durabilité et ses qualités bioclimatiques adaptées au climat local. Le bâti ancien ou originel est celui qui a été construit depuis toujours jusqu'à un passé récent. Il possède des qualités thermiques et hydriques naturelles. Il vit avec son environnement, eau, air, climat, grâce à un équilibre subtil et fragile qui ne doit pas être perturbé. On dit qu'il respire. Le bâti moderne, qui a remplacé le bâti originel, a été imaginé dans les années 20-30 avec l'apparition du béton armé, utilisé pour industrialiser la construction à des périodes critiques où la France manquait de façon cruciale de logements. Ce bâti moderne s'isole de son environnement, fait appel à une ventilation artificielle et parfois à la climatisation, et est constitué de matériaux industriels. Moins construit pour la durée, il n'est pas facilement réemployable. Jusqu'en 1973, date du premier choc pétrolier, il est construit sans grand souci de la consommation d'énergie. Et après 1975, première réglementation thermique, il ne cesse d'améliorer ses performances. Donc, si le bâti moderne est conçu généralement pour être étanche à l'air, à l'eau et ventilé de manière artificielle, le bâti ancien, à l'inverse, est conçu davantage comme un système ouvert. Le bâti ancien ou le bâti originel tire parti du site dans lequel il s'inscrit pour gérer son air, sa température et sa vapeur d'eau intérieure. Des différences fondamentales s'ajoutent ainsi dans son mode constructif, notamment par son inertie très lourde et la microporosité de ses matériaux de gros œuvre. Ces propriétés du bâti ancien, trop souvent mal connues, induisent un comportement thermique très différent du bâti moderne, en été comme en hiver, qu'il convient de préserver en les comprenant. Elles doivent être le plus souvent rétablies avant d'entreprendre d'autres travaux d'amélioration. Le bâti ancien a donc un fonctionnement hydrique ouvert, où l'humidité n'est jamais bloquée, l'eau circulant toujours dans les parois. Elle remonte par le bas, les murs respirent et assurent l'évaporation par remontée capillaire. La protection par le haut est efficace en toiture. La ventilation naturelle entre le sol et le faîtage d'environ 6 mètres, en général, assure un tirage naturel. L'infiltration d'air est rendue par les fenêtres anciennes et le grenier. Le comportement thermique d'hiver est le point faible du bâti ancien. Les principales déperditions thermiques se font par le toit, le plancher bas et les défauts d'étanchéité à l'air, moins par les parois verticales si elles offrent une inertie suffisante avec ces murs épais et si elles sont imperméables à l'eau, à l'air. Dans le cas des murs anciens, les déperditions sont complexes à évaluer en raison de l'hétérogénéité des matériaux et la présence du vide d'air dans les parois qui influence sensiblement les échanges thermiques. Pour les murs, on a tendance à surévaluer les déperditions alors qu'elles ne représentent qu'une part peu importante sur l'ensemble de la construction. L'isolation des murs ne constitue donc pas une solution évidente. En tout état de cause, elle ne saurait être pratiquée qu'avec des traitements non perturbants pour leurs propriétés d'inertie et de perméabilité à la vapeur d'eau. Alors, au-delà des aspects d'économie d'énergie, des problèmes d'inconfort peuvent survenir dans le bâti ancien aussi. Notre corps est sensible à la température de l'air, mais aussi à celle de l'enveloppe qui l'entoure. C'est le cas des murs non enduits et d'ouvertures qui rayonnent du froid.
Cet effet peut être corrigé sans travaux importants, avec des enduits intérieurs adaptés, ce qui engendrera un gain important sur le confort d'hiver et indirectement sur les besoins de chauffage. Réhabiliter un habitat ancien, c'est donc préserver ses qualités existantes, sa valeur architecturale et patrimoniale, respecter son fonctionnement hydrique ouvert, préserver l'assèchement des murs et de la structure et assurer une performance thermique tout en garantissant sa souplesse. Donc, avant toute intervention, on devra tout d'abord avoir une approche architecturale qui prendra en compte les problèmes et pathologies observés pour les traiter. Dans les règles de l'art, on commencera par un hérisson au sol avec drain. On enlèvera tous les revêtements étanches et on favorisera des revêtements perspirants, des enduits à la chaux, à la terre ou au plâtre. Et on apportera une amélioration thermique permettant l'assèchement et répondant à la notion de parois froides ou chaudes suivant les orientations et les saisons. On remplacera avec soin les menuiseries, plus performantes thermiquement, qui respecteront le caractère architectural et l'aération de la maison. On utilisera des matériaux biosourcés, ouverts à la vapeur d'eau, pour éviter ainsi l'effet d'aquarium, car quand on enferme l'humidité, on provoque un air malsain, les matériaux souffrent, les revêtements se dégradent avec des remontées capillaires qui entraînent les moisissures, les champignons, les dégradations des bois des murs jusqu'à la structure. Alors, concilier la préservation du bâti ancien et l'amélioration de ses performances énergétiques est aujourd'hui au cœur des préoccupations actuelles de chacun d'entre nous. Comme vous le savez, l'objectif pour 2050 est d'arriver à réduire par 4 les dégagements de gaz à effet de serre et la consommation moyenne d'énergie des bâtiments actuellement classés à l'échelon E et pour les bâtis anciens à l'échelon D. La consommation moyenne des logements devrait donc passer de 240 kWh à 60 kWh d'énergie primaire par an et par mètre carré. Pour cela, le gouvernement a enclenché dès les années 75 des réglementations globales à grand renfort d'aides et de subventions. Et en 2021, la loi Climat et Résilience rendant obligatoire pour la vente ou la location d'un bâtiment le DPE, diagnostic de performance énergétique, qui malheureusement ne prend pas en compte dans les calculs de ces logiciels les logiques bioclimatiques des bâtiments d'avant 1948. À savoir toutefois que ce bâti ancien d'avant 1948, qui représente 33%, soit le tiers des logements en France, il n'est pas soumis à la réglementation globale, mais uniquement à la réglementation de l'existant, avec pour obligation d'agir élément par élément, dont voici quelques articles. Par exemple, l'article 2, les exigences sur l'isolation des murs ne s'appliquent pas aux parois composées de matériaux anciens. L'article 6, les travaux d'isolation thermique ne doivent pas entraîner des modifications de l'aspect extérieur, en contradiction avec les protections prévues pour les secteurs sauvegardés, les sites patrimoniaux remarquables, les abords des monuments historiques, les sites classés ou inscrits, comme la vallée de la Lévrière. Idem pour les exigences thermiques sur les fenêtres et la modification de l'aspect extérieur. ITE ou ITI, c'est la question actuelle. L'isolation thermique par l'extérieur ou l'isolation thermique par l'intérieur. La solution proposée aujourd'hui par les techniciens ou les thermiciens, c'est l'ITE, dont les avantages sont de supprimer tous les ponts thermiques, de conserver l'inertie, qui pourrait être altérée par une mauvaise isolation intérieure. L'ITE laisse respirer le mur sur sa face interne, il permet de conserver l'aspect intérieur de la bâtisse. Par contre, elle va cacher l'aspect extérieur. Et s'il y a des façades qui comportent des modénatures, des appareillages travaillés, des colombages apparents, de beaux enduits, on pourrait dire que c'est difficile quand même de ne pas respecter ces façades existantes qui font l'identité de nos contrées. L'ITE va porter atteinte à l'aspect visuel, même si un enduit à la chaux est utilisé en finition.
En fait, l'ITE est à réserver dans des cas particuliers, comme par exemple sur une façade nord à Naufle-Saint-Martin. Mais au Landes de Bézu-la-Forêt, cette jolie longère tout emmitouflée nous montre bien que si toutes nos maisons étaient transformées, l'identité spécifique et remarquable de notre vallée et de ses plateaux serait complètement dévalorisée, tant dans ses paysages que dans ses constructions. Dans le département, des maisons de caractère à pans de bois ont obtenu le label BBC, bâtiment à basse consommation, avec des aides financières de l'État et avec les conseils de la Maison de l'Habitat de la communauté d'agglomération Seine-Eure et l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, et ce, tout en gardant leur aspect patrimonial. Comme quoi, c'est possible. Alors, beaucoup se mobilisent pour intervenir sur le bâti ancien à l'heure de la transition énergétique des territoires. On étudie scientifiquement par captage sur le long cours la consommation des parois des bâtis anciens, et ce, au sein des laboratoires de recherche et des universités. On essaye de faire tomber la TVA à 5,5% sur les matériaux biosourcés et géosourcés qui eux-mêmes se constituent en filières. La filière bois, la filière chanvre, la filière lin, la filière terre. Sachant toutefois que ces matériaux restent relativement chers. On met en valeur les circuits courts et locaux, comme pour le chanvre et les fibres végétales. On met en place des moyens très importants pour l'appropriation des savoir-faire, via la rédaction de règles professionnelles et de guides des mises en œuvre. On organise des formations pour les professionnels du bâtiment, comme le label RGE, reconnu garant de l'environnement, avec lequel les artisans sont censés avoir la connaissance. Mais force est de constater que dans le bâti ancien, où rien n'est droit, 50% de leurs travaux ne sont pas conformes aux règles de l'art. Heureusement, pour répondre aux enjeux majeurs de la rénovation énergétique du bâti ancien, le 1er octobre 2018 a été créé le CREBA, Centre de ressources pour la réhabilitation responsable du bâti ancien. Outil unique, collaboratif et évolutif dédié pour aider les professionnels du bâtiment et plus globalement l'ensemble des acteurs à mettre en œuvre une approche globale de la réhabilitation du bâti ancien. Les 3 piliers du CREBA sont durabilité, soutenabilité et beauté. Et la 4e dimension, celle du temps long. En 2023, en octobre 2023, son colloque annuel s'est tenu à Rouen avec l'architecte Philippe Prost, Grand Prix national de l'architecture 2022. Il a réuni architectes, bureaux d'études, maîtres d'œuvre, collectivités, services de l'État, de la région, des départements, des étudiants, pour débattre sur les enjeux majeurs environnementaux, culturels et techniques de la rénovation énergétique du bâti ancien. Alors, vraiment, l'architecture vernaculaire est essentielle, extrêmement précieuse pour la conservation de notre identité spécifique et remarquable. Elle nous assure l'unification de nos paysages. Préserver le patrimoine, ce n'est pas uniquement mettre sous cloche ou muséifier les vieilles pierres. Intervenir sur le bâti ancien, c'est une obligation, sachant parfaitement qu'il n'est plus adapté aux besoins d'aujourd'hui. Alors, pour conclure cette intervention, place aux jeunes générations. Et je laisse donc la parole à Maxence Talbot, architecte des patrimoines, qui s'est installé maintenant dans la vallée de la Lévrière. Merci. Je pense que... Alors attends, comment on fait ça ?